Oui, je suis en legging, ne me jugez pas. L'habit ne fait pas le moine, les enfants. Voilà. Putain mais regardez, je suis vraiment trop débile hein. Hier, je me suis lissé les cheveux et je me suis brûlée avec mon lisseur. Regardez, j'ai de vieilles traces là, c'est horrible. Ça fait mal. Hi guys! Coucou les copains, je vous retrouve un petit peu décalé par rapport à d'habitude parce que j'ai oublié mon trépied à l'agence où je travaille. Donc du coup je suis obligée de filmer avec mon petit tripode sur mon bureau et voilà. Voilà le pourquoi du comment de ce cadrage qui au final n'est pas si terrible hein, je trouve. Je suis déjà en train de vous spoiler avec mes livres. Ah! Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel update lecture. Alors c'est pas un énorme update hein. J'avais envie de pouvoir recommencer à zéro avec mes lectures de février en vous parlant de mes lectures de janvier. Du coup voilà, le petit bip bip de la voiture, merci. Donc je vais vous parler des livres que j'ai lus en janvier 2021, oui parce que nous sommes en 2021. Donc j'ai pas lu énormément, j'ai pris mon temps, c'est ma résolution de l'année, ne pas me mettre la pression quand je lis. Lire doit rester un plaisir, pas une pression, faites-vous plaisir. Alors on va commencer tout de suite parce que si vous regardez la vidéo c'est quand même pour qu'à un moment je dise des choses intéressantes hein. On va commencer par les mangas et romans graphiques. J'ai l'impression que c'est ce qui intéresse le moins les gens sur ma chaîne. Donc je vais commencer directement, comme ça je pourrais vous mettre un petit... enfin la minute à laquelle je parle des romans. Comme ça vous pouvez passer si jamais les romans graphiques et mangas ne vous intéressent pas. Voilà. Donc en manga j'ai lu le volume 7 de l'Atelier des Sorciers et le volume 9 de The Promised Neverland. Je n'ai pas grand chose à dire étant donné que je suis maintenant un peu plus loin dans la saga. Ben, si je vous résume les volumes je vais vous spoiler. Mais de ce que je peux vous dire, le volume 7 de l'Atelier des Sorciers je l'ai trouvé très très cool. Mais je suis un peu restée sur ma faim. Bon c'est un peu la base de rester sur sa faim pour l'Atelier des Sorciers étant donné que bah, là je suis à jour donc du coup à chaque fois je dois attendre que le prochain volume sorte et il faut quand même plusieurs mois pour qu'un prochain volume sorte. Mais là je sais pas pourquoi en fait il m'a paru très court. J'ai vraiment eu l'impression de le lire en 2-2. Bon un manga de base ça se lit quand même assez vite mais là vraiment j'ai eu l'impression d'avoir fait ça et d'avoir eu fini. Voilà, c'était cool mais je trouve qu'on n'en apprend pas tant que ça dans ce volume. Donc voilà, c'était très cool hein, mais à voir avec le prochain. De toute façon je peux pas vous en dire grand chose. Mais commencez la saga franchement si vous voulez commencer une saga de manga, valeur sûre. Et pour The Promised Neverland, bah pareil je vais pas vous en parler beaucoup étant donné que c'est le volume 9, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais j'adore toujours autant l'histoire, je suis toujours autant attachée au personnage. Et dans celui-ci il y avait quand même pas mal d'action et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que j'adore... moi j'adore l'action. Et ici on en apprenait beaucoup plus sur William Minerva notamment, ses intentions etc. Et du coup vraiment j'ai vraiment aimé aussi un peu l'ambiance creepy du village, du faux village qui est le décor et le lieu de ce volume. J'en dirai pas plus mais c'était vraiment super cool aussi. Je crois que c'est peut-être un de mes préférés pour l'instant. Voilà, à voir. Pour le moment là il me reste le tome 10, enfin le volume 10 à lire que j'ai en réserve. Et après j'aurai plus de réserve donc du coup il faudra que j'en rachète. Mais voilà, super cool. Alors, niveau roman graphique, j'ai dit des romans graphiques au début de la vidéo alors que j'en ai lu qu'un. Les voitures sont sorties aujourd'hui hein. Alors, au niveau du seul roman graphique que j'ai lu, c'est le tome 3 de Heartstopper. Je l'ai reçu et je pense que le jour même où je l'ai reçu, je l'ai lu. Ouais, je pense. Il était vraiment super cool. Je crois que c'est mon préféré de la saga pour l'instant. Vraiment, c'est un bijou. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce volume, c'est que bien sûr, les personnages principaux restent Nick et Charlie, mais on se concentre aussi sur plein d'autres personnages. Et la diversité est encore amenée de manière très enrichissante
et de manière très mignonne en fait. De toute façon j'adore Alice Oseman, donc dans tous les cas j'ai l'impression que jamais je ne dirai d'avis négatif sur ses livres. On verra. Mais là vraiment j'ai beaucoup apprécié. On change un peu de décor étant donné qu'on suit Nick et Charlie qui sont en voyage scolaire à Paris. Oui c'est ça, c'est à Paris. Et alors du coup on apprend à connaître les personnages autour, les amis de Charlie et tout ça. Et vraiment c'était tout mignon encore, c'était une lecture toute doudou. Je l'ai lu en une soirée et je l'ai dévoré. Je sais pas pourquoi en fait... De base c'est une saga assez mignonne et celui-ci je l'ai trouvé encore plus cute que tous les autres. Voilà, maintenant j'attends le volume 4 qui sort en mai. Je sais qu'il est possible de les lire sur internet, mais en fait je sais pas pourquoi, je sais en fait que d'office je vais les acheter en papier. Et donc du coup j'ai pas envie de me spoiler en les lisant sur internet, surtout que j'ai envie de me garder la surprise en le lisant en vrai et pas en l'ayant déjà lu sur internet. Mais c'est vrai qu'une fois que j'en termine un, souvent c'est quand même dur d'attendre la suite. Mais là ça va, le 4 sort au mois de mai, mon anniversaire est au mois de mai, voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce volume, c'est que la relation entre Nick et Charlie évolue vraiment très bien en fait. Et les deux premiers volumes, on voit un petit peu la relation de Nick et de Charlie aux premiers abords, je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez quand vous commencez à sortir avec quelqu'un et qu'au tout début vous voyez absolument aucun de ses défauts et que vous ne voyez que ses qualités, et puis petit à petit il y a des petits trucs qui viennent s'ajouter et tu te dis ah ouais et c'est ce qui fait au final que tu restes ou non avec la personne. Bah c'est mon avis hein, voilà, je ne suis pas experte en relations, mais ici justement ben chacun des personnages commence un peu à être approfondi. Ici notamment Nick apprend un truc sur Charlie qu'il ne savait pas et voilà, et je trouve que c'est vraiment super mignon, ils se soutiennent tous les deux et voilà, j'aime vraiment bien leur relation en fait, c'est vraiment une super belle relation en dehors de la romance. Je trouve que les personnages aussi sont très intéressants à analyser et tout ça, enfin vraiment j'ai adoré. Trigger warning sur les TCA dans celui-ci, on en parle beaucoup plus, on parle des TCA de Charlie, donc voilà, vous êtes avertis. Ensuite, le livre qui m'a vraiment marqué au mois de janvier, c'est La 9e maison de Liber Hugo, donc Ninth House en anglais. Je l'ai lu en français parce que cette année je lis de plus en plus en anglais, mais j'avais peur en fait que l'univers soit beaucoup trop riche et du coup soit incompréhensible pour moi en anglais. Et parmi les nombreuses discussions que j'ai eues avec Aude de la chaîne Jaude, je vous mettrai son petit blaze ici, elle s'est rendue compte en fait que la traduction était vraiment pas mal et assez fidèle. D'ailleurs elle en était étonnée parce qu'elle l'a lu donc en VO pendant que moi je le lisais en français. Enfin elle l'a lu il y a quelques mois et moi je l'ai lu du coup le mois dernier, on s'en fout mais voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Lucie accouche de ce que tu veux dire. Donc ici j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. J'ai pris mon temps pour le lire parce que je l'ai commencé en période d'examen. En période d'examen mes neurones surchauffaient, c'est à dire que je n'arrivais pas à me concentrer sur un mot et il fallait parfois que je lise la phrase 9 fois d'affilée pour en comprendre le sens, alors que c'était peut-être une phrase pas du tout dure à comprendre. Mais donc du coup j'ai vraiment pris mon temps. Alors ce livre je l'ai adoré, c'est vraiment une petite pépite, une petite merveille et en fait ça fait vraiment du bien de lire du Liber Hugo qui sorte du Grishaverse parce que pour le moment Liber Hugo je n'avais lu que ses livres du Grishaverse, donc Six of Crows, Shadow and Bone et King of Scars. Et là vraiment on retrouve un univers totalement différent, beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre, beaucoup plus gore aussi, peut-être beaucoup plus violent. Et vraiment j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit. Alors je vais pas vous cacher, il y a quand même des petits trucs qui m'ont chiffonné au début de ma lecture.
notamment le fait qu'il y ait énormément de lieux et de personnages. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la 9e maison, c'est une histoire qui se passe à l'université de Yale, et Leigh Bardugo, donc l'autrice, a fait ses études à l'université de Yale, donc du coup elle connaît assez bien son sujet. Et au début du livre il y avait pas mal de descriptions sur les sororités, les maisons qui font partie de Yale, l'environnement aussi de Yale, parce que c'est assez grand. Et donc du coup parfois j'avais un peu du mal à m'y retrouver, surtout que comme une débile que je suis, j'avais pas vu qu'il y avait un plan de Yale au tout début du livre. Et c'est seulement au bout de 200 pages, un truc comme ça, que j'ai été voir. Et en vrai, pour ceux qui le lisent, le plan il est pas mal. Enfin, moi je sais que parfois quand j'arrive pas à visualiser les lieux, ou ben j'arrive pas à m'imaginer, et du coup j'arrive pas à avancer dans le livre, et c'est frustrant parce que si t'arrives pas à t'imaginer un lieu qui revient plusieurs fois dans l'histoire, ben, ça va être un peu problématique. Et ici là le plan il m'a pas mal aidé. Alors j'ai vraiment eu du mal avec ça au début, donc c'était vraiment les lieux, les descriptions et les personnages. Parfois j'avais un peu du mal à capter quelle relation avait ce personnage avec tel personnage, et puis petit à petit ça s'est mis en place, ça se met en place tout seul. Et donc je dirais que je suis vraiment rentrée dans ma lecture à partir des 120... Enfin à partir de 120 pages. Donc les 120 premières pages ont peut-être été un peu plus dures, sachant qu'il y a combien? Il y a environ 500... Combien y a-t-il de pages? Il y a 525 pages. Donc sur 525 pages, il y a les 120 premières pages que j'ai eu un peu de mal. Et à partir des 120 premières pages, me dites pas pourquoi 120, hein, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que on entre vraiment dans le vif du sujet à ce moment-là, et donc j'ai vraiment accroché. Et peut-être aussi que j'étais plus en examen, et donc du coup que j'ai pu mieux me concentrer dans l'histoire aussi, c'est peut-être ça. Donc je m'embrouille, hein, je n'arrive même pas à parler de ce livre, mais en fait il m'a quand même pas mal chamboulé, enfin je l'ai trouvé vraiment très cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la 9e maison de Leigh Bardugo, c'est l'histoire de Alex Stern, je sais pas comment on dit, voilà, l'histoire de Alex qui a 20 ans et qui a vécu une adolescence assez difficile, un peu chaotique, hein, ancienne junkie, etc. Et Alex arrive à voir les âmes qui ne sont pas passées à travers le voile. Ils appellent ça dans l'histoire, donc le voile, je suppose que c'est la lumière au bout du tunnel, hein. Et donc elle arrive à voir les morts, ici ils les appellent les gris. Et un jour elle se retrouve la seule survivante d'un massacre inexpliqué. Et sur son lit d'hôpital il y a le doyen d'une certaine maison de Yale qui vient la trouver et lui faire une proposition. Une proposition qui est donc de faire partie du Lété, donc la 9e maison de Yale qui supervise les 8 autres maisons surnaturelles, on va dire, de Yale. Elle accepte et donc elle obtient une bourse pour Yale, son inscription à Yale, blablabla, et donc elle entre dans cette école. Et c'est grâce à son don de pouvoir voir les morts justement que le doyen lui fait cette proposition. Voilà. À savoir que donc le Lété est une maison complètement sordide. Et en fait le pouvoir qu'a Alex, c'est vraiment un pouvoir hors du commun. Et donc si je dois vous faire un peu un topo, pour moi c'est un peu un mélange d'enquête policière mélangé à du surnaturel, mélangé à une ambiance un peu creepy. Vraiment c'était un cocktail de plein de bonnes choses en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir la plume de Leigh Bardugo dans autre chose qu'un livre du Grishaverse, et dans un livre plus adulte, étant donné que les livres qui font partie du Grishaverse c'est du young adulte, et ici on est sur du adulte. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors encore une fois, une des plus grandes qualités de Leigh Bardugo selon moi, c'est la création et l'écriture de ces personnages qui sont toujours tellement bien pensés, tellement complexes et tellement géniaux en fait. Juste les personnages de Leigh Bardugo sont tellement fascinants à découvrir, enfin je sais même pas si ça se dit fascinant à découvrir, mais juste fascinant tout court. Et c'est vraiment agréable de découvrir tous les personnages qu'elle crée en fait. Ici notamment on a le personnage d'Alex qui est juste mais
tellement badass. Et en fait je sais pas comment expliquer, mais les personnages de l'Hiver d'Hugo me font penser à aucun autre. Et à la fin on a même l'impression en fait que c'est nos potes ces personnages et que juste je les connais personnellement. Donc c'est juste voilà, j'ai particulièrement aimé le trio Alex, Pamela et Darlington, mais j'ai vraiment adoré tous les autres personnages autour, même les méchants entre guillemets, ils sont quand même assez complexes et j'adore découvrir pourquoi l'un a fait ça et tout ça à la fin, et le dénouement à la fin est juste waouh. Enfin on croit en fait qu'il y a un dénouement et puis au final ça nous amène dans un autre truc et puis dans un autre truc et puis on nous amène un petit peu le plot du tome 2, parce que oui il y aura un tome 2, je pense que ce sera une duologie si je ne me trompe pas. Mais voilà, en fait c'est encore messy dans ma tête parce que le livre en soi est un peu compliqué à expliquer, mais vraiment j'ai adoré l'histoire en fait. C'était tellement mais waouh, et il y avait tellement de rebondissements que j'avais pas le temps juste de me poser dans le livre quoi. À chaque chapitre vraiment il se passait un truc. Je peux pas dire qu'il y a eu un chapitre vraiment qui était plat quoi. Vraiment voilà, vraiment c'était feu d'artifice ce livre. Mais vraiment si vous êtes habitué à lire du YA et que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose un peu plus adulte, je vous le conseille vivement. Après trigger warning hein. Trigger warning viol, violence, sexe. Qu'est-ce que je pourrais dire? La mort aussi hein, cadavre, voilà. Il y a quand même pas mal de trigger warning hein, donc je vous conseille d'aller voir si jamais il y a des sujets où vous pouvez être un petit peu sensible. Ici moi il n'y a pas... Enfin, je dis pas que rien ne me touche au niveau des trigger warnings, mais il en faut beaucoup pour que ça retourne mon petit cœur. Moi je sais ici que même si les trigger warnings ont... Enfin j'ai du mal à être touchée par les trigger warnings, il y a quand même une scène où je cringeais un peu parce que c'est très malsain. Je vous dirai pas quoi parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, il faut quand même faire attention à vous mettre au courant des trigger warnings avant de le lire. Et un autre truc que j'ai adoré dans le livre, c'est que ça se voit que c'est écrit par une femme. Je peux pas vous expliquer comment, mais en fait il y a plein de phrases. Si vous êtes une femme et que vous lisez ce livre, c'est juste impossible de vous dire oh c'est un homme qui a écrit ça quoi, parce qu'il y a des phrases que seules les femmes qui ont déjà été dans ce genre de situation peuvent comprendre. Et vraiment je remercie l'Hiver d'Hugo pour ça, parce qu'elle arrive à mettre les mots sur certains trucs que tu ressens dans ta vie de femme pour moi et que tu n'arrives peut-être pas forcément à expliquer. Et vraiment j'ai vraiment adoré ça, franchement c'est juste un génie l'Hiver d'Hugo. Enfin, j'arrive pas à vous donner un exemple comme ça d'un truc qu'elle a écrit et que tu te dis d'office c'est une femme qui a écrit ça. Mais vraiment moi je sais que pendant toute ma lecture il y avait des moments où je me disais mais waouh, c'est tellement des trucs banals et pourtant retrouver ça dans un livre, juste j'ai trop apprécié en fait. Donc voilà, j'espère que ce résumé et cet avis de Ninth House n'est pas trop messy et que vous avez quand même réussi à comprendre certaines choses que j'ai eu envie de vous expliquer, parce que j'ai l'impression vraiment que j'ai expliqué ça n'importe comment. Mais voilà. Ensuite la deuxième lecture roman on va dire de janvier et la dernière de cette update lecture, c'est Shadow and Bone, le tome 1, donc toujours de l'Hiver d'Hugo hein, comme vous pouvez le voir. Niveau roman il n'y a eu que du l'Hiver d'Hugo en janvier. Donc je l'avais déjà lu en français l'année dernière, et ici étant donné que la série Shadow and Bone va sortir en avril, j'ai eu envie de me lancer dans une relecture, surtout que Aude fait un read-along sur les 3 tomes de la saga. Donc là ça m'a trop donné envie de les relire en anglais étant donné que je les avais lus en français. Alors voilà, je vais pas vous faire un énorme avis étant donné que j'en avais déjà fait un dans ma toute première vidéo sur cette chaîne d'ailleurs. C'était assez sympa de le lire en anglais. De ce que j'ai pu lire en tout cas, la traduction en français est assez fidèle, donc vous loupez rien en le lisant en français. Simplement je sais pas si c'est moi qui l'ai ressenti comme ça ou si c'est, je sais pas, la période dans laquelle je le lisais, mais j'ai l'impression que de l'avoir lu en anglais,
l'univers paraît un peu plus sombre qu'en français. Je ne sais même pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, c'est mon ressenti. Alors, j'avais beaucoup de mal à lire. Ça fait franchement depuis janvier-février, je pense que c'est dû au fait que j'ai lu ce petit bébé. J'étais un petit peu en panne de lecture et j'avais du mal en fait à rester concentrée en lisant. Et donc j'ai lu une petite partie, je pense les 100 premières pages en écrit quoi. Et les 200 dernières pages je les ai lues en audiobook. C'était la première fois que j'écoutais un audiobook, enfin pas dans son entièreté parce que je ne l'ai pas écouté en entier étant donné que j'ai quand même lu une partie. Mais vraiment j'ai trouvé ça super cool. En fait c'est très pratique parce que les audiobooks tu peux les écouter en faisant ce que tu veux, ta vaisselle, en travaillant, en étant dans le train, en marchant. Et je me suis rendu compte que je commençais à avoir le réflexe d'écouter mon audiobook à la place d'écouter de la musique par exemple en allant prendre mon bus. Et donc ça c'est quand même un gain de temps parce que tu peux lire à des moments où si t'as juste... Enfin si tu lis ton livre comme ça tu peux pas le lire, mais si par contre t'as tes écouteurs tu peux... Enfin vous me comprenez. Donc ici vraiment ça a été une lecture assez cool, ça a été un petit rafraîchissement justement pour la série. Je ne sais pas encore si je vais lire le 2 et le 3 je vous avoue, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais quand même envie de lire d'autres livres et pas faire que des relectures, et étant donné que je suis assez lente pour le moment dans mon rythme de lecture, j'ai peur de me concentrer trop sur des relectures et de pas élargir mes lectures. En fait j'ai envie de lire d'autres choses, donc du coup je sais pas trop, surtout que le tome 2 de Shadow and Bone c'est celui que j'aime le moins, donc ça me motive pas trop à le lire, mais on verra bien, au pire je les écouterai en audiobook comme ça je peux faire ça quand même assez rapidement. Je me suis rendu compte que le personnage de Genia était vraiment très présent dans ce tome en fait. Et du coup j'ai l'impression d'avoir fait plus attention à son personnage et de l'avoir encore plus apprécié, parce que forcément dans une toute première lecture tu découvres chaque personnage et donc du coup tu accordes ton attention un petit peu à chaque personnage que tu découvres. Ici notamment il y a le Darkling et Alina où je me rappelais assez bien de chacune de leurs interventions. Et Genia, je sais pas pourquoi, certaines de ces interventions étaient un peu passées à la trappe dans ma tête, et de faire une relecture là, je me suis vraiment rendu compte que c'était un personnage que j'appréciais vraiment beaucoup. Elle supporte Alina et tout ça, elle la conseille, et je me suis rendu compte que même niveau caractère, c'est quelqu'un mais de tellement intéressant. Enfin voilà, encore une fois Libardugo et la construction de ses personnages c'est juste un truc de ouf. Donc voilà, il s'est lu quand même, j'allais dire assez vite, mais au final j'ai quand même mis je pense 3 semaines à le lire alors qu'il fait 300 pages. Je sais pas pourquoi, vraiment je suis un escargot pour le moment. Donc voilà, cette relecture m'a donné encore plus envie de découvrir la série qui sort en avril. Je vous avoue que je suis autant excitée que j'ai peur aussi pour cette série, parce que déjà il mélange Six of Crows avec Grisha, alors que normalement c'est pas du tout les mêmes timelines. Bon après ça ils l'ont dit et ça me dérange pas en fait d'avoir une série qui diffère des livres, parce que je me dis les livres tu te les imagines déjà, donc autant que ça change un petit peu et qu'on assiste à des scénarios différents dans la série. Enfin moi en tout cas c'est pas quelque chose qui va me déranger s'ils le précisent avant bien sûr, parce que s'ils disent ouais c'est une adaptation hyper fidèle et qu'au final ils respectent pas le truc, là par contre je serais un petit peu fâchée. Mais là ils l'ont déjà dit depuis le début qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient, hein. Je pense notamment à Ben Barnes qui joue le général Kerrigan, alors qu'il n'y a pas de général Kerrigan, c'est le Darkling, mais bon voilà. Donc du coup vraiment ça m'a donné envie de découvrir la série, hein. Malheureusement il va falloir encore attendre 3 mois, mais j'ai vraiment hâte. Après j'ai un petit peu peur quand même, mais bon je fais quand même confiance à Libardugo parce que je sais qu'elle a refusé beaucoup de propositions d'adaptation avant d'accepter celle de Netflix. Vu le cast, je me dis qu'à ce niveau là ça ne peut être que bien. Donc voilà, ce sera la grande découverte, hein. Je ferai certainement une vidéo quand la série sortira pour vous donner mon avis. Mais voilà, je m'éloigne de cette relecture, je m'éloigne du sujet, mais voilà, c'était une relecture assez cool. Je ne sais pas si je lirai toute la saga au final, ça dépendra peut-être de mon rythme de lecture et de ma motivation. We'll see. J'espère que je vais reprendre un rythme de lecture un petit peu plus déter là, parce que j'ai l'impression d'être un petit escargot.
Mais bon, j'essaie de ne pas me mettre la pression parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire à côté de la lecture et de mes vidéos. J'ai encore mes cours à suivre, je dois finir mon mémoire, enfin faire mon mémoire. Je travaille à côté pour mon job étudiant, enfin j'ai plein de choses à faire, donc j'essaie quand même de vous proposer du contenu chaque week-end hein, parce que j'essaie de me tenir à une vidéo par semaine pour le moment. Ça fait quelques mois que j'arrive à m'y tenir, donc je suis assez contente. Je m'éloigne de cette fin de vidéo, mais c'est pas grave, au moins vous apprenez à connaître ma vie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!